Quand on est malade, l'entourage est primordial. En France, les aidants ont des congés, des aides, des allocations. Mais parfois, les malades trouvent du réconfort en dehors du cercle familial ou amical. Chaque petit geste compte pour essayer de se rétablir au mieux. Le quotidien de Raphaël est pesant. À l'école, on se moque de lui. Il pleure quand il rentre à la maison. Chaque année, on l'opère, il souffre. Et rien ne progresse dans le bon sens. Jusqu'à ce qu'un jour, au détour d'un concert, il fasse une rencontre dont l'intensité inattendue changera sa vie. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Tiffaine Lemarois. En maternelle, je connais pas mal de moqueries parce que je suis né avec un névus géant congénital. C'est comme un grain de beauté, mais géant, qui me prend tout le dos et la moitié du ventre. Les élèves s'amusent à me tirer les poils, à me traiter de vache, de chien, de dalmatien. Je vais voir mes parents, je pleure, je leur explique ce que les autres me disent, ce que je comprends pas, pourquoi moi. Ça m'affecte beaucoup, ça me rend triste. Je comprends pas trop parce que je suis petit, donc je comprends pas la méchanceté des autres. Un jour, je suis à la piscine, j'arrive torse nu et une maman me dit à son enfant « Sors de là, c'est dégoûtant » en me voyant arriver avec ma tache apparente. Mes parents m'expliquent que il faut que je vive pour moi, qu'il faut pas que je m'attarde au regard des autres, mais c'est compliqué. Quand je vois le dos des autres, je me dis pourquoi il y a personne qui a de taches et alors que moi si. Je prends conscience que j'aurai jamais un dos comme mes camarades et que je serai jamais tout blanc et que j'aurai toujours ma tache. Les moqueries s'arrêtent en primaire car avec mes parents, je décide de faire une petite conférence devant toute la classe en leur expliquant ce que j'ai, en leur disant les opérations que je subis. Tout de suite, à partir de ce moment-là, je suis beaucoup plus intégré. Il y a même des élèves qui s'excusent. Ça me fait plaisir et ça m'émeut venant de leur part. Je vais à l'école jusqu'en CE1. J'ai beaucoup d'absences, des vomissements, des maux de tête, je vois double. Ma mère vient me chercher à l'école fréquemment. Je peux pas rester à l'école. Comme tous les étés, je vais à la maison de campagne de mon grand-père. Je vomis plusieurs fois par jour. Je suis obligé de fermer un œil pour voir normalement. C'est là que ma maman s'inquiète un peu et décide de m'emmener à l'hôpital d'Annecy. On arrive à l'hôpital d'Annecy, ils font 2-3 examens et au final, ils me disent que je suis constipé. Ils me préconisent de faire un lavement et que ça devrait aller mieux. Je rentre à la maison et au final, c'est toujours pareil. Je vomis toujours, je vois double. Vu que je vois double, maman décide de m'emmener chez l'ophtalmo. Et l'ophtalmo regarde mes yeux, et il voit qu'ils tremblent, ce qui signifie un présage de problème neurologique. Je retourne à l'hôpital, je passe une IRM et le lendemain matin, le médecin rentre dans ma chambre pour nous annoncer que c'est très grave. Je vois ma mère avec un air inquiet et le médecin dit qu'il faut me transporter d'urgence à l'hôpital de Grenoble. Je me fais opérer le lendemain. Les médecins me disent bien qu'il y a des possibilités qu'après l'opération, je ne puisse plus déglutir tout seul, parler, bouger, respirer tout seul, tout ça. Mais on décide avec mes parents de faire quand même l'opération. L'opération a duré 20 heures. Au réveil, le chirurgien me demande de dire quelque chose à mes parents et je leur dis « je t'aime ». Pendant une semaine après l'opération, je ne peux plus bouger la tête. Vu qu'ils m'ont déplacé les 2 vertèbres, dès qu'on me bouge la tête, j'ai tellement mal que je saigne du nez. C'est vraiment horrible comme sensation. Après l'opération, je fais une sortie de corps ou un rêve où je me vois dans ma chambre d'hôpital, mon corps dans le lit, un deuxième moi qui est au coin de la pièce avec de la lumière derrière moi. Dans le coin de cette chambre, il y a des fenêtres et je suis au-dessus du gouffre de Padirac. C'est des grottes que j'ai visitées quelques mois auparavant chez ma grand-mère. Et je vois mes parents et mon frère venir me voir en bateau qui rame en pleurant.
Je comprends pas trop ce qui se passe, mais je n'ai plus de douleur et je me sens bien. Le réveil, c'est vraiment une douleur qui est atroce. J'ai plus envie de me battre, j'ai le moral à zéro, j'ai mal physiquement, ma tête me fait très mal. J'ai aussi mal physiquement que mentalement. 15 jours après, le médecin rentre dans ma chambre et m'annonce que c'est une tumeur cancéreuse cérébrale. Et tout de suite, je me braque et me cache sous les draps. Pour moi, le cancer est synonyme de mort, car mon grand-père vient de mourir d'un cancer du poumon. Je comprends pas pourquoi à ce moment-là j'ai un cancer alors que j'ai déjà mon névus. Je me dis que les chances que j'ai un névus plus un cancer, c'est injuste. Je me cache sous les draps, je me braque, j'ai plus envie de parler, je réponds que avec des je veux qu'on me laisse mourir, je veux plus manger, je veux plus parler, j'ai baissé les bras. Un mois après mon opération, je ne parle toujours pas. Ma mère me supplie de répondre au téléphone car mon frère veut absolument me parler et pense que je suis mort. Je décide de prendre le téléphone et c'est grâce à ça que je reparle. Tous les jours, je dois partir à Grenoble faire des chimios et je dois passer avant au pic au bout du doigt. Donc c'est une petite aiguille qu'on met au bout du doigt pour faire couler une petite goutte de sang pour faire des analyses. C'est une épreuve très difficile pour moi. On est obligé de me tenir, d'être 3 sur moi juste pour faire un petit pic. Mais vu que je n'ai plus la force de me battre, que j'ai le moral à zéro, j'en peux vraiment plus et j'ai juste envie de mourir. Quand je suis pas à l'hôpital, je passe beaucoup de temps avec mes parents et mon frère. Mon père joue de la guitare. Mon frère a un synthétiseur et dans ce synthétiseur-là, il y a une musique que j'adore qui est Les Portes du Pénitencier de Johnny Hallyday. C'est une découverte pour moi parce qu'à la maison, personne écoute Johnny Hallyday, mais je me suis pris de passion pour cette musique. J'ai 7 ans, on est en 2003. Je passe un examen et je supplie ma mère de mourir et elle me demande pour aller mieux ce que je souhaiterais en s'attendant à une PlayStation ou ce genre de choses et je lui demande de rencontrer Johnny Hallyday pour moi tout seul. Je sais pas pourquoi je demande ça, c'est à force de l'écouter sur le synthétiseur qui me donne l'envie de le rencontrer. Donc maman contacte des associations qui réalisent les rêves d'enfants malades en se disant que je ne suis pas assez malade. Et il y en a une qui répond et qui me dit que je vais rencontrer Johnny le 6 novembre 2003. La veille de la rencontre, je décide d'appeler le laboratoire pour connaître mes analyses pour savoir si je peux embrasser Johnny pendant la rencontre. Et ils me répondent qu'il faudra que je fasse attention dans les couloirs, mais que c'est OK. Forcément, je suis très content. Je sais que je vais enfin pouvoir laisser le médical de côté et profiter au maximum. Le jour de la rencontre, on arrive à Lyon. On se gare dans le coin VIP. On nous amène dans le couloir en nous disant que Johnny va arriver. On attend 30 minutes. À ce moment-là, je suis fatigué et triste car je pense que Johnny m'a oublié alors qu'il y a un concert à guichet fermé qui attend. 1 heure plus tard, on entend du bruit dans le couloir et Johnny arrive. Il est habillé d'une veste verte. Il se dirige vers moi avec Laetitia. Je suis plein d'admiration et j'ai un grand sourire. Je ne pense plus à rien d'autre qu'à ce moment avec lui. Il est ému car je suis chauve et très maigre. Il se retourne pour essuyer une larme. Du coup, Laetitia prend les choses en main et décide de me donner des cadeaux. Son DVD et son CD de son concert de sa tournée et 2 t-shirts. Avant de partir en concert, il me demande quelle est ma musique préférée et je lui réponds donc Les Portes du Pénitencier. Il part se préparer pour le concert, donc c'est Laetitia qui me prend en charge. Donc Laetitia m'emmène aux cantines des backstage pour boire un coup, puis on se dirige vers les tribunes. Donc à ce moment-là, forcément, je suis excité, je suis assis à côté de Laetitia, je vais assister au concert de Johnny, je suis tout ému, je suis tout content. Le concert commence, la première musique c'est Que je t'aime,
Donc là, premier vrai concert pour moi, donc beaucoup d'émotions. La musique est forte, les basses résonnent en nous. Je suis très ému et j'agrippe la main de ma mère. Arrivé à la dernière musique du concert, Laetitia me prend par la main pour descendre devant la scène. On regarde Johnny chanter sa dernière chanson à 2 mètres de lui. Le concert se termine. Avec Laetitia, on accueille Johnny qui sort de scène. Il est tout dégoulinant. Il me prend dans ses bras et me dit « Tu as vu, j'ai chanté ta chanson préférée ». Il part prendre sa douche après concert. On parle après le concert. Il me demande si je mange, est-ce que j'aime manger. Je réponds des Mars. À 3 heures du matin, il fallait trouver des Mars pour Raphaël dans la halle Tony Garnier. Donc, il a demandé à tout son staff de remuer ciel et terre pour en trouver. Et il en a trouvé. Il me fait une promesse de me revoir si je lui promets que je vais me battre contre la maladie, que je vais manger pour aller mieux. Ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me donne envie de me rebattre. En rentrant à l'hôtel, je range mes cadeaux bien soigneusement en mettant mon badge VIP sur l'abat-jour de la lampe et mes t-shirts bien pliés. Le lendemain, je retourne à l'hôpital, cette fois-ci en sautillant et en courant jusqu'au laboratoire pour aller me faire piquer le doigt. Les soignants sont surpris. D'habitude, il faut être 3 pour me tenir et pour me piquer. Les médecins voient l'avant et après Johnny. J'ai plus d'espoir, plus l'envie de me battre et plus la joie de vivre. Après la rencontre, je deviens fan de Johnny. Vraiment, ma chambre est remplie de posters, de CD, etc. J'écoute que ça. On envoie une lettre de remerciement à Johnny et Laetitia avec mes coordonnées. Ma mère continue à entretenir l'espoir avec Johnny en me disant imagine si ils t'invitent chez eux, imagine si ils t'invitent à un concert. J'ai un petit espoir que ça se passe, mais je me dis que si ça se passe, ça vaut le coup de se battre pour pouvoir le vivre. Et c'est ce petit espoir qui me donne la force de me battre. Quatre mois après notre rencontre, c'est l'anniversaire de Laetitia. Donc je décide de lui envoyer une lettre pour lui fêter son anniversaire. À ce moment-là, je suis pas très bien, très maigre. Je prends mon bain et le téléphone sonne, c'est mon père qui répond. Une petite voix demande à me parler. Mon père demande qui voudrait me parler. Elle lui répond Laetitia. Mon père demande Laetitia qui ? Et elle répond Laetitia Hallyday. Je sors du bain à peine séché pour venir répondre au téléphone. Elle me demande comment ça va, si je mange. Et elle me dit qu'elle me passe son mari. Et j'entends une grosse voix qui me dit oui, c'est Johnny Hallyday, parce qu'il précise tout le temps que c'est Johnny Hallyday. Il me demande si je mange bien, car c'est sa grosse préoccupation. Par peur, je lui réponds oui, alors que j'avais dit 30 secondes avant à Laetitia que je ne mangeais pas. Il m'annonce qu'il souhaiterait m'inviter au baptême de Jade, sa fille, qui se passera chez eux à Paris, à Marne-la-Coquette. On raccroche et je me sens très excité. Encore une fois, l'espoir revit, le sourire, la vie dans mes yeux. Le baptême se passe le 15 juin 2004, qui est aussi le jour de l'anniversaire de Johnny. Venant d'une famille modeste, on ne sait pas trop comment se préparer. On se dit que ça va être très guindé. On ne sait pas trop comment s'habiller. On va acheter des vêtements chics pour l'occasion. J'achète une chemise blanche avec un short gris. Pour le cadeau de Jade, on décide d'aller dans une boutique pour bébé de luxe. C'est compliqué de savoir quoi acheter à Jade Hallyday parce que forcément, elle a tout. Et on lui achète une sortie de bain brodée avec son prénom. On part pour le baptême à Paris en voiture. On arrive
à leur village à Marne-la-Coquette. Le village est fermé, la police est présente partout et on donne notre nom pour pouvoir entrer en se disant qu'on ne passera jamais et à peine dit mon nom, la police nous laisse passer. Visiblement, ils savent déjà qui je suis. J'arrive, donc je vois toutes les stars que j'ai toujours vues à la télé, Jean Reno, Yves Régnier, Madame Chirac, etc. J'arrive vraiment dans le milieu des stars, ça me fait très bizarre. On dépose donc le cadeau de Jade parmi une grande pyramide de cadeaux de grandes marques de luxe. Vu que c'est l'anniversaire de Johnny, je lui offre aussi un cadeau qui est un couteau vu qu'il fait la collection. Et il m'explique que la tradition veut que quand on offre un couteau, il faut rendre une pièce d'argent pour maintenir le lien d'amitié. Donc il m'offre une pièce de 2 euros. Vers 18h, je décide avec ma famille d'aller prévenir Johnny de notre départ. Mais il veut pas qu'on parte. Il me propose donc de me montrer son bureau, là où il me fait écouter la maquette de son nouvel album. Pendant l'écoute de la maquette du nouvel album, il y a une musique qui s'appelle Si tu pars. Et il me dit écoute bien cette chanson, mon fils. Cette musique, elle est pour toi. Le fait qu'il m'ait écrit une chanson, ça me rend fier, ça me rend heureux. Et le fait qu'il m'appelle mon fils, ça me rend très heureux. Et mes parents, notamment ma mère, pleurent. Ce sont des mots très forts, ce sont des paroles fortes. Après avoir écouté l'album, on lui dit bon on te laisse, on veut pas te déranger, tout ça. Il a dit non, restez, je vais vous montrer d'autres choses. Donc on prend l'ascenseur jusqu'à sa salle de gym qui se trouve au sous-sol, là où sont affichés tous ces disques d'or, de platine, tout ça. Et on s'arrête devant un disque qui est Vivre pour le meilleur, un disque de platine. Et il me demande si je le trouve beau. Donc forcément, moi je le trouve magnifique. Et il le décroche du mur et me le donne. Je suis très content, j'ai des étoiles plein les yeux, c'est quand même un cadeau magnifique et unique. C'est un disque remis à Johnny Hallyday et pas un disque sorti en 5000 exemplaires pour le grand public. Après le baptême, je continue d'avoir de ses nouvelles par SMS, par Skype. Il m'invite à des concerts quand il vient jouer près de chez moi, au restaurant quand il vient chez Marc Vera. Un jour, je suis à l'hôpital, j'ai 9 ans. Laurent Fontaine et Pascal Bataille, des présentateurs télé que j'ai rencontrés auparavant, viennent me rendre visite. À ce moment-là, je suis à l'hôpital pour mon névus, car la radiothérapie du cancer a fait que ça a fragilisé les risques de cancer de la peau. Et d'un coup, ça toque à la porte. Et là, c'est Johnny qui débarque. Grand silence dans la pièce. Bon, pour moi, j'étais pas intimidé parce que Johnny, pour moi, c'est comme un père. Par contre, j'étais vraiment très content de le voir parce que je sais à quel point il déteste les hôpitaux. Et il me ramène une grosse peluche de Toby, son Rottweiler que j'adore. Et malgré le fait qu'il n'aime pas les hôpitaux, il tient sa promesse de venir me voir à l'hôpital. On garde le contact par message, par Skype, des messages tous les jours, des MMS. Moi, ça me donne espoir dans la maladie, dans le combat. Donc, je passe ma vie entre l'hôpital, le peu d'école et le peu de sociabilité et le monde des stars. Ça fait des contrastes assez grands. Johnny et Laetitia m'invitent à leur anniversaire de mariage qui se passe au jardin d'acclimatation à Paris sur le thème cow-boy et indien. Je me prépare en faisant les boutiques spécialisées avec une veste en peau de vache, un chapeau, des bottes, des Santiago. Johnny arrive pour me dire bonjour et il me présente à David, son fils. En me présentant, il dit voici Raphaël, ton petit frère. Et David me répond je suis ravi d'avoir un petit frère. Laetitia, avec son instinct maternel, devient comme une mère pour moi. Johnny comme un père aussi. Et déjà, vu qu'il m'appelle mon fils, forcément, ça soude les liens qu'on a ensemble. 3 ans plus tard, j'ai 13 ans. Et un soir, l'attaché de presse de Johnny appelle maman.
Elle lui dit elle est en train de préparer l'anniversaire de Johnny et qu'elle aimerait nous inviter pour son anniversaire qui se passera à Los Angeles. Maman lui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'on sera là avec plaisir et lui demande la date de l'anniversaire. Elle lui répond que ça se passera dans 3 jours, sauf que nous n'avons pas de passeport car nous voyageons jamais, étant donné que on est à l'hôpital la plupart du temps. Le lendemain, on va à la préfecture d'Annecy avec des magazines sur lesquels j'ai fait la première couverture avec Johnny en expliquant la situation pour leur demander des passeports en toute urgence. Forcément, la dame nous regarde un peu bizarrement, mais dit qu'elle va se renseigner auprès de son supérieur. Nous attendons 30 minutes dehors en attendant la réponse. La dame revient en nous disant qu'on aura les passeports demain, les passeports provisoires. J'arrive à l'aéroport, donc là, grande découverte parce que j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Grosse excitation en plus parce que c'est pas pour partir en Belgique, c'est pour partir à Los Angeles quand même, la cité des anges, l'Amérique. On embarque dans l'avion. Je suis côté hublot, donc j'ai la vue sur tout. Le voyage se passe super bien, j'ai pas peur. On survole le Groenland, donc les banquises, c'est magnifique. On arrive enfin du côté des États-Unis et là, je regarde au hublot, je vois les grosses autoroutes américaines, les quartiers, les grosses voitures. On atterrit et on sort de l'aéroport. Il y a une pancarte avec mon nom pour une limousine. On s'installe dans la limousine, je me sers une canette de coca et on arrive à l'hôtel, un hôtel de luxe et quand je sors de la limousine, j'aperçois Rihanna avec son garde du corps à l'hôtel. On arrive dans le Hummer limousine à la soirée de Johnny. C'est sur le thème Pirates des Caraïbes avec le décor du film. Il y a même un perroquet qui parle. Il y a une sirène dans la piscine au centre de tout. Donc forcément, l'émerveillement, parce que déjà, je suis à Los Angeles, tout est démesuré. Les décors du film Pirates des Caraïbes que j'adore et que je regarde beaucoup de fois dans mon petit appartement. La soirée commence. Quand il me voit, il est très surpris et très content. Du coup, il me prend dans ses bras et m'embrasse. Johnny monte sur scène pour faire un concert privé. Après avoir chanté, un gâteau arrive sur scène à côté de Johnny. Johnny prend son micro pour couper une part de gâteau. Et Sharon Stone arrive sur scène en chantant Joyeux anniversaire à Johnny. Puis l'embrasse après. Il roule une pelle, quoi. Le lendemain, on fait un barbecue en petit comité chez Johnny, dans leur maison de Los Angeles, avec piscine, barbecue et jacuzzi. Ils sont en pyjama, le t-shirt troué, comme nous, quoi. Je reste beaucoup de temps dans la piscine et dans le jacuzzi avec Jade. On sort du jacuzzi et Laetitia nous sort des glaces. Forcément, Los Angeles, je suis dans un milieu showbiz, tout ça. Sauf que le lendemain, je sais que va falloir retourner à l'école. Donc ça fait un contraste assez grand. 8 ans après la rencontre, j'ai 15 ans. Niveau santé, pour le cancer, je suis guéri totalement. J'ai toujours une opération par an à peu près pour mon névus. Je suis invité à un concert à la Tony Garnier. On fait des photos ensemble, il me prend dans ses bras. Il m'explique que le lendemain, il va se faire opérer de la hanche et qu'il va prendre l'avion juste après. Ma mère lui répond que c'est inconscient, qu'il va choper une infection. Et il dit que c'est pas un problème, qu'il a déjà fait ça, qu'il a l'habitude. C'est un moment habituel que je passe avec lui, comme je passe avec mes autres amis. J'apprends que suite à cette intervention, Johnny a failli mourir.
J'envoie un message à Laetitia pour lui dire que je pense bien à elle, que je suis là pour Johnny comme il a été pour moi. Sur le coup, je n'ai pas de réponse, mais je pense simplement que Laetitia n'a pas que ça à faire. J'essaye de renvoyer des messages, mais ça ne mène à rien, donc je ne force pas parce que j'ai pas envie de passer pour le lourd. Sur le coup, forcément, ça me déçoit parce que je comprends pas. Après, je n'ai pas de manque dans le sens où je ne me sens pas abandonné, quoi que ce soit. Je sais qu'ils ont toujours été là pour moi, qu'ils le seront toujours, en tout cas dans mon cœur. Je ne leur en veux pas parce que je sais que avec leur vie, c'est quand même très compliqué de gérer les liens, les messages, tout ça. Je pense pas qu'ils ont arrêté de me parler par par intention. Je pense juste qu'ils ont une vie tellement intense que ils ne pensent pas forcément à envoyer des messages. Voilà. J'ai le même problème. Je ne pense pas souvent à envoyer des messages à mes amis, mais c'est pas pour autant que je ne pense pas à eux et que je ne les aime plus. C'est juste que des fois, la vie fait on a d'autres choses à penser, tout ça. Le 5 décembre 2017, j'ai 22 ans et j'apprends la mort de Johnny. Quand je l'apprends, ça me touche, je suis triste, mais j'ai l'impression quand même que ça va. Ça fait quand même 8 ans à ce moment-là que je n'ai plus de nouvelles, que ça m'a éloigné, donc du coup, c'est un peu plus simple à supporter. Après, quoi qu'il arrive, j'ai jamais oublié ce que Johnny a fait. Je ne vais pas à l'enterrement car il y a beaucoup de monde et je préférais faire le deuil dans mon coin. Une semaine plus tard, je passe un week-end à Paris et je passe devant la Madeleine, là où l'enterrement de Johnny a eu lieu. Il y a une statue là-bas mémoriale. Je suis pas croyant, mais ma manière de lui dire au revoir, c'est de lui faire un signe de la main. Aujourd'hui, je suis guéri 100% du cancer. La dernière opération que j'ai eue, c'était pour le névus. C'était il y a 4 mois. Je suis à ma 29e opération en 30 ans. Et j'aime pas qu'on me dise que je suis courageux parce que pour moi, j'avais pas vraiment le choix. Quand on me dit tu ne te plains jamais, en fait, se plaindre, ça énerve plus les autres que ça sert à quelque chose. Donc, dans tous les cas, il faut traverser l'épreuve. Je raconte jamais mon histoire avec Johnny. J'ai beaucoup d'amis ou même au boulot qui ne connaissent pas parce que j'en parle pas. En fait, j'ai l'impression de me mettre en avant et de me la péter. Donc, vraiment, j'en parle jamais. Mon enfance à l'hôpital, je pense qu'elle a beaucoup affecté ma sociabilité, mes sentiments, ma vision de la vie et du monde. Avec beaucoup de monde, je me sens pas moi-même. J'ai l'impression d'être différent. Je n'ai pas eu la même vie qu'eux, donc forcément, quand on n'a pas grandi pareil, on se sent un peu décalé. J'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir connu Johnny en étant plus âgé, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas partagées avec lui, que j'aurais aimé partager maintenant. J'aurais aimé prendre des photos de lui en concert, ou partager la passion des tatouages, même d'écouter de la musique avec lui faire découvrir mes goûts, d'écouter les siens. Enfin, ce genre de conversation qu'on a plus entre adultes. J'ai gardé de ma rencontre avec Johnny les fameux Mars que j'ai dû jeter quand même au bout d'un moment. La pièce de 2 € qui est toujours dans une petite boîte qu'il m'a offert en compensation du couteau. Bien sûr, j'ai toujours le disque de platine qu'il m'a offert pendant le baptême de Jade. Mais le plus gros truc qu'il m'a apporté, c'est m'avoir sauvé la vie. Le fait qu'il ait arrêté de me donner des nouvelles pour X raisons, ça même... je lui en voudrais jamais parce que il a toujours été là pour moi et je sais que ça a jamais été intentionnel et que c'est un grand homme au grand cœur. Je pense que un enfant qui est malade, il a besoin de vraiment réaliser un rêve comme ça grâce aux associations qui font ça. Ça redonne une joie de vivre, une force que on peut avoir que grâce à un moment comme ça. Même si nos chemins se sont séparés, même si j'écoute plus beaucoup ses musiques et que il est plus autant dans ma chambre qu'il a été avant, j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Et si un jour j'ai l'occasion de devenir une star et qu'il y a des enfants qui voudraient me rencontrer, bien sûr que j'accepterai
tous les jours parce que je sais ce que ça apporte. Et Johnny, il a fait plus que de réaliser un simple rêve, parce que pour lui, c'était juste réaliser un rêve. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. Il m'a sauvé la vie, il m'a redonné l'espoir de vivre. C'est incroyable ce qu'il a fait. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Tiffaine Lemarois. Transfert est produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de production, Astrid Verdun. Chargé de post-production, Camille Legras. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Thomas Loupias. L'introduction est écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.